Nous voici donc pour la première émission animée par ESPOL dans le cadre de ce lab magnifique. La première émission, il était logique que le directeur d'ESPOL que je suis l'anime. Et j'accueille aujourd'hui quelqu'un qui vient déjà de passer un petit moment avec nous, Daniel Louis Seller, professeur de sciences politiques, grand connaisseur des partis politiques européens et du projet européen. Alors, on va revenir dans quelques instants sur l'ouvrage qui est le vôtre, que vous avez présenté en conférence cet après-midi. Simplement avant, quelques mots, puisque c'est la première sur ESPOL. Vous le savez, Daniel Louis, ESPOL existe depuis 2 ans et demi maintenant. Vous avez participé d'ailleurs à son lancement en nous accompagnant à la fois sur le projet et sur les cours. ESPOL est une école de sciences politiques, un peu comme le sont les IEP, avec 2 spécificités pour faire simple et rapide. À la fois le caractère multilingue, multiculturel, puisque plus de 50% des cours sont en anglais ou dans d'autres langues vivantes, mais également cet engagement européen. Et c'est un peu ce qui nous réunit aujourd'hui. Après tout, l'Université catholique de Lille, de tradition, soyons très clairs, démocrate chrétienne, a un message à donner sur la construction européenne. Aujourd'hui, le projet européen est un peu en panne. Le fait de lancer une école où les enseignants, les intervenants, mais surtout les jeunes générations que nous formons, puisque c'est avant tout pour eux que nous travaillons, se relancent dans une réflexion sur le projet européen. Que faut-il en faire? Voilà un petit peu le projet de départ d'ESPOL. Alors l'Europe, vous en avez parlé cet après-midi. Elle est en panne, on connaît des crises directement en Europe avec la Grèce, à côté de l'Europe avec l'Ukraine. Qu'est-ce qui historiquement déjà peut éventuellement nous donner quelques éclairages, Daniel Louis? Mais le but justement de mon livre que j'ai présenté cet après-midi, c'est d'essayer de voir derrière la construction européenne le substrat culturel, politique qui le sous-tend. Et le problème, je dirais, de l'Union européenne, c'est beaucoup de choses, mais c'est aussi, et ça touche à nos ennuis immédiats, d'avoir accueilli des pays qui culturellement ne faisaient pas partie de l'ancienne Europe. Au fond, on a confondu vers 1980 Périclès et Papandréou, comme on confond maintenant Démosthène et M. Tsipras. Je veux dire qu'on a fait beaucoup d'erreurs. La Grèce a une autre histoire. Elle a une histoire culturelle, elle appartient au monde byzantin, elle est plus proche de la Bulgarie, plus proche d'autres pays. Donc l'Europe, à l'origine, c'est l'Europe démocrate chrétienne dont tu as parlé, c'est-à-dire l'Europe des 6, l'Europe de la dorsale européenne, d'où tous les pères fondateurs de l'Europe venaient de cette région. Schuman, Lorrain, Van Zélande et Spaak, belge, Beck, luxembourgeois, d'ailleurs tous sauf Spaak, démocrates chrétiens, des Gasperi, etc. Donc l'Europe avait une cohérence culturelle, puis elle s'est élargie progressivement. Et l'élargissement, en fait, a bien fonctionné avec des pays qui avaient la même tradition culturelle. Et on aime ou on n'aime pas la religion, mais le fait est, c'est que l'appartenance à ce qu'on appelait jadis la Christianitas, à ce que Christophe Pomian appelait le nouvel espace latin, c'est-à-dire l'ensemble des pays de tradition catholique latine qui se sont diversifiés, devenus protestants pour certains, laïcs ou sécularistes pour d'autres, mais qui ont en commun cet héritage chrétien, catholique, occidentale. Et dès qu'on passe dans l'autre partie du bassin européen, si je puis dire, dans la Méditerranée orientale, on est dans une autre culture, qui est une culture byzantine. Braudel l'avait déjà montré. Et finalement, on recueille un peu ce qu'on a semé. La Grèce, on savait très bien qu'ils n'avaient pas de cadastre, que l'Église grecque qui possède des pizzerias, des restos, des entreprises, des hôtels, ne payait pas d'impôts. Je comprends pour les biens d'église, mais pour les hôtels, ça me paraît un peu plus discutable. Tout ça, on le savait. On savait bien que la Grèce n'était pas éligible à l'euro. Alors qu'on mette la Grèce dans l'Europe, moi je veux bien, mais la mettre dans l'euro, là, c'est grave. Et les Allemands qui nous donnent aujourd'hui des leçons, ils ont quand même joué le jeu, ils ont accepté la Grèce, qui avait d'ailleurs maquillé ses comptes avec l'aide d'une agence américaine célèbre, Goldman Sachs. Tu vois, On parlait tout à l'heure aussi de l'Ukraine. Alors cette fois-ci, on n'est pas sur le territoire de l'Union, mais c'est aussi à travers l'identité, l'histoire qu'on comprend la crise actuelle. Absolument. L'Ukraine, en fait, il y a 2 parties très profilées et une partie intermédiaire. L'intermédiaire, c'est Kiev. Et puis vous avez l'ouest de l'Ukraine qui
fut polonaise pendant très longtemps, qui n'a jamais été russe, sauf en 1945, quand même avant, au moment du pacte germano-soviétique, quand les soviétiques s'en sont emparés, puis les Allemands sont venus, etc. Donc l'Ukraine occidentale a été polonaise, elle a été austro-hongroise auparavant, elle est catholique latine ou gréco-catholique, elle a une toute autre constitution, une toute autre culture. Ces gens se sentent profondément européens. Puis il y a une Europe, une Ukraine orientale, où on ne parle que le russe depuis des décennies, depuis même des siècles, qui est intégré depuis longtemps dans la Russie. Je ne veux pas légitimer les agitateurs du Donbass, mais bon, on comprend culturellement et historiquement leur position. Et puis au milieu, il y a cette Ukraine intermédiaire qui est aussi orthodoxe, qui est bilingue. On y parle aussi pas mal russe, mais elle a été moins russifiée. Et donc elle a une identité ukrainienne, c'est-à-dire que c'est l'alliance de l'Ouest et du centre qui fait la bascule. Et au moment des élections, ça se retrouve. Les partis ne sont pas les mêmes, etc. Par exemple, l'ancien président qui a chuté maintenant avait été élu par l'Est et le centre contre l'Ouest. Et les alignements politiques sont toujours dans ce sens-là. Alors, après avoir lu le petit livre rouge, j'ai lu ce moyen livre bleu, je conseille à tout le monde. C'est le bleu Europe. C'est le bleu Europe sur Qu'est-ce que l'Europe par Daniel Louis Seller. Si j'ai bien lu cet ouvrage, j'ai bien écouté ce qui était dit tout à l'heure dans la conférence, est-ce qu'il n'y a pas une erreur historique au moment de la chute du mur de Berlin sur la manière d'appréhender tous ces pays qui faisaient partie du bloc, de l'ancien bloc soviétique, et la manière de les intégrer plus ou moins rapidement, selon des critères peut-être qui n'étaient pas assez affinés dans l'ensemble européen? Oui, et nous, Français, nous assumons une responsabilité qui est lourde. En fait, certains pays étaient éligibles, déjà, par leur taux de développement économique, par leur dynamisme. C'est ce qu'on appelait le groupe de Visegrad, c'est-à-dire Pologne, pays baltes, n'étaient pas au groupe de Visegrad, mais quand même les 3 pays baltes, la Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque. Ces pays ont un très beau taux de développement économique aujourd'hui. La Pologne est le pays le plus dynamique de l'Union européenne. Ce n'est pas pour rien qu'on a choisi M. Donald Tusk, pas Tusk, comme on a tendance à dire, en polonais c'est « ou », Donald Tusk comme président du Conseil européen. C'est une reconnaissance. Alors nous, en France, on a tenu à avoir la Roumanie et la Bulgarie, alors que la Roumanie et la Bulgarie, de tradition byzantine, la Roumanie c'est partiel, elle a un pied dans chaque camp, c'est un peu comme l'Ukraine. Il y a la Transylvanie qui est profondément occidentale, et puis vous avez la Valachie et la Moldavie qui ne le sont pas, qui sont plus orientales. Et la Bulgarie qui est tout à fait orientale. Ces pays ont lâché les pauvres Roms sur les routes, ils n'ont jamais rien fait pour eux, ils les ont maltraités, et nous on se trouve avec ce problème-là à gérer, on les reconduit à la frontière, etc. Mais normalement ils auraient le droit de pouvoir circuler, donc il y a des erreurs historiques. Alors la France a défendu cette adhésion pour des pays qui n'avaient pas le niveau économique satisfaisant, pour des raisons culturelles, parce que ces 2 pays font partie de l'agence des pays francophones. Ils nous soutiennent du point de vue. D'ailleurs, même, on en a des avantages. Le commissaire européen, qui est roumain, mais commissaire à l'agriculture, défend à bec et ongle les intérêts français. Alors justement, pour les procédures d'adhésion qui sont éventuellement en cours, est-ce qu'il faut aller revoir un petit peu les critères pour... Je pense que l'erreur de nos dirigeants, et la France a une part de responsabilité, parce qu'on a dès que quelque chose, et la culture, il n'y a rien à faire. La colonne vertébrale de la culture, c'est en grande partie la religion en Europe. Alors en France, on déteste ça. On oublie que la laïcité n'existe que dans les pays catholiques. Ça va jusqu'au Mexique. La laïcité turque, c'est une plaisanterie. Donc la laïcité, elle est issue de la culture catholique. Et on refuse de prendre ça en compte. Alors, on commet des erreurs. Alors, il faut être beaucoup plus critique. La Croatie est une très bonne recrue. L'Islande peut en être une bonne aussi si elle ne renonce pas à adhérer. Mais ailleurs, non, il ne faut pas aller au-delà. Je pense qu'on a fait le plein. On a fait le plein. Alors, et un modèle institutionnel pour relancer un petit peu la dynamique, faut-il continuer la concentration des institutions sur Bruxelles, qui peut donner une approche un peu unitaire d'un ensemble? Faut-il poursuivre une forme de fédération d'États-nations Je pense qu'il faut renoncer à tout ce qui est unitaire. Il y a 2 exemples. Un contre-exemple qui est la Yougoslavie, qui a été trop centralisée, après Tito d'ailleurs, alors qu'elle était culturellement totalement hétérogène. Et il y a l'exemple positif qui est la Suisse.
4 langues, 2 grandes religions. Bon, et les Suisses assurent cette convivence. Alors les Suisses sont non centralisés. Donc si on doit s'inspirer, François Bayrou l'avait d'ailleurs dit, d'un modèle, c'est plutôt la Suisse que tout autre cas. Il faut renoncer à des formules unitaires. Donc le fait qu'il y ait plusieurs capitales, mais c'est très positif. C'est une tradition fédérative. Je crois que la solution, c'est une fédération d'États-nations qui respecte la souveraineté des États. Peu importe après tout les procédures de décision, ce qui compte, ce sont les décisions. Ce qui compte, c'est que l'Europe puisse fonctionner, qu'elle puisse prendre des décisions. Et c'est là qu'il faut regarder ça. Ceci dit, l'existence d'un président du Conseil, d'un président de la Commission, d'une responsable de la politique étrangère, tout ça c'est très positif. Le fait que la Commission soit à Bruxelles, qu'elle y reste, le Parlement devrait être totalement à Strasbourg. On peut comprendre que pour les commissions parlementaires, ce soit intéressant de siéger à Bruxelles, près de la Commission, mais pour le reste, il faut défendre Strasbourg bec et ongle, et que Luxembourg soit la capitale judiciaire, juridique de l'Europe. Et de toute façon, la BCE est à Francfort, donc il faut disperser il faut éviter le jacobinisme européen ou l'unitarisme européen, parce que l'Europe, si elle devient une fédération, sera de toute façon une fédération multiculturelle et multinationale. Donc il faut être très, très prudent dans ce domaine-là. Et puis éventuellement trouver une place pour l'île dans cette organisation institutionnelle. Absolument. Voilà, on s'approche de la fin du temps qui nous était imparti, malheureusement. Donc j'invite tout le monde à poursuivre sa connaissance de la question à travers cet ouvrage. Et pour terminer, je vous lance une prochaine invitation. ESPOL a toujours voulu jouer l'innovation pédagogique. Et puisque vous avez accepté de garder un cours de gastronomie et politique, qui est quand même le seul qui existe en Europe, on aura peut-être l'occasion de se revoir ici autour de cette table pour parler gastronomie et politique. Absolument. Je pense que tous les deux, nous aimons les deux termes. Les deux, oui. Merci Daniel Louis Seller. C'est moi qui vous remercie.